Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est le Journal de la Méditerranée, un magazine spécial cette semaine. Nous avons en effet décidé de nous éloigner de l'actualité souvent douloureuse, pour vous faire découvrir les richesses de notre belle Méditerranée. L'Italie devient alors une destination idéale, un pays que nous allons visiter ensemble. Je vais vous emmener découvrir les secrets de fabrication du papyrus à Syracuse, une tradition séculaire encore respectée dans cette petite ville. Nous rejoindrons ensuite Florence, un haut lieu de la maroquinerie. Son école du cuir attire des élèves du monde entier. Vietri-sous-le-Marais tient de son côté sa réputation de sa céramique. Nous rencontrerons des artisans passionnés et passionnants. Difficile de sillonner l'Italie sans évoquer le célèbre et réputé marbre de Carrare. Nous visiterons des carrières habituellement fermées au public. Nous achèverons notre périple à Rome pour suivre les travaux de rénovation du Colisée, un monument indissociable de la capitale italienne. Auparavant, je vous emmène dans la ville italienne qui attire chaque année des millions de touristes, Venise. Au-delà de ses canaux, de ses gondoles, de ses monuments, la cité des Doges abrite depuis des générations de nombreux artistes. Parmi eux, des verriers dont la réputation dépasse largement les frontières de l'Italie. Les verriers de Murano, c'est notre première escale. Les tons chatoyants du soleil qui se couche sur Venise, son grand canal, sa place Saint-Marc, ont inspiré les plus grands peintres. Ces mêmes couleurs inimitables sont sûrement la source de création d'autres artistes, des artisans vénitiens. Ils se trouvent à un jet de pierre du pont des Soupirs, de l'autre côté de la lagune, sur l'île de Murano. Ma famille travaille le verre depuis presque 400 ans. Je suis la 6e génération d'artisans verriers, la 6e génération de passionnés de ce matériau. Sur le bateau de Massimiliano, même la barre est décorée avec une création en verre. Je suis né ici, j'ai grandi ici. J'adore cette île. Et le verre, oui, c'est mon métier. C'est d'abord mon grand bonheur. Massimiliano a transformé la verrerie familiale traditionnelle en atelier d'art, lumineux, où chaque vase, chaque plat, chaque lustre est une pièce unique, faite à la main. Il travaille avec 3 maîtres verriers et autour du four, chauffé à 1000 degrés, la naissance d'un objet en verre est toujours une aventure. Le danger, c'est que si je chauffe trop, eh bien le verre tombe. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est à ce moment-là que nous donnons la forme la plus naturelle possible. On le chauffe juste ce qu'il faut, par petites touches, pour que le verre s'ouvre de manière harmonieuse. C'est dans notre ADN de créer des pièces uniques. Et pour cela, nous devons être généreux, donner beaucoup de nous-mêmes. Les maîtres verriers de Massimiliano se connaissent si bien qu'ils n'ont pas besoin de se parler pour que leurs gestes soient coordonnés à la seconde près. Une équipe soudée donc, et même plus, une famille. Lui, il mange ce type de pâte tous les jours. Et quand il est chez lui, il lui en faut encore. Oui, ça c'est vraiment le minimum. Ces hommes, ces passionnés, sont les dignes descendants des verriers de la République de Venise. Au XIIIe siècle, par peur d'un incendie dans la cité, alors construite en bois, toutes leurs fonderies sont déplacées dans l'île voisine. Les verriers de Murano bâtissent alors un empire. Aujourd'hui, les clients, souvent français, viennent commander leur création directement au pied des fours. Ils donnent leurs recommandations ou se laissent aller au coup de foudre. Et qu'est-ce que vous trouvez à ce poisson? D'abord, il a une forme, une élégance,
Et il se fond dans l'air. Quand il est éclairé, il prend toute une dimension. Donc ce sont des œuvres d'art, donc ça vaut un peu d'argent sûrement. Une œuvre d'art que Massimiliano va vendre 5 000 € à son visiteur français. Ciao et merci beaucoup. Preuve que depuis des siècles, les formidables couleurs de Venise sont peut-être aussi une source d'inspiration pour les affaires. Oui, les couleurs de Syracuse inspirent également les artistes. Je vous emmène maintenant au sud-est de la Sicile, dans cette ville chargée d'histoire. Depuis 2005, son centre historique fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'humanité établi par l'UNESCO. 123 000 habitants, parmi eux, Angelo. Il suit les traces de ses aïeux en faisant perdurer la fabrication artisanale de papyrus. Les traditions séculaires de Syracuse, c'est la suite de notre voyage en terre italienne. À Syracuse, comme dans toute la Sicile, les traditions sont un peu comme une deuxième nature. Au détour d'une ruelle, vous pourrez ainsi tomber sur la procession de Saint-Sébastien, le saint patron de la localité, acclamé chaque année par toute la population. Angelo Mortellaro, lui, est le garant d'une tradition plus ancienne encore, vieille de 5000 ans, le papyrus. Regardez ce papyrus. C'est moi qui le fabrique. À la base, il y a la plante, le papyrus, celui des Égyptiens. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai mes petits secrets qui vont me permettre de faire ce matériau qui est presque éternel. Un paradis aquatique. C'est ici, dans sa plantation, que l'on croirait au bord du Nil, qu'Angelo fait pousser ses papyrus. La méthode n'a pas changé depuis l'Antiquité. C'est le cœur du papyrus que nous utilisons pour faire notre papier. C'est la partie la plus importante. Pour produire une feuille de papyrus, il nous faut environ 4 ou 5 tiges. Le papyrus est une plante qui peut atteindre 6 mètres de haut et elle pousse de 4 cm par jour. L'eau douce vient directement des montagnes de Sicile par un aqueduc bâti au temps où Syracuse était grecque. On peut dire que je suis né dans cette eau. J'ai passé toute mon enfance dans cette oasis, en jouant au milieu des papyrus et des poissons. Car Angelo ne se contente pas de faire pousser les papyrus. Non, il assure ensuite leur transformation. Là, c'est la découpe de la plante. Je fais des bandes. C'est ça qui fait réellement la feuille. Une fois taillée, je mets ces bandes pendant 12 heures dans une solution d'eau et d'antioxydants, ce qui permettra qu'elles restent bien blanches. Il place ensuite les bandes, entourées par du tissu, sous une presse. On les laisse 4 jours. Et toutes les 3 heures, on remplace le tissu par un tissu sec. Voilà le produit final, le véritable papyrus, extrêmement résistant et qui va durer au moins 5000 ans. Des tableaux, des parchemins, des représentations de la ville antique, le destin du papyrus et celui de Syracuse sont intimement liés. Alors, la municipalité a demandé à Angelo de recréer un petit bout de son oasis dans l'une des fontaines du bord de mer. Où il y a du papyrus, tout autour, il y a de la vie qui se crée. Et moi, je trouve ça fascinant. Fascinant comme cette ville aux 1000 couleurs. La Syracuse métissée à la fois baroque, médiévale et moderne, au pied des neiges immaculées du mont Etna. Quel décor! Allez, les traditions, nous en parlons depuis le début de ce magazine. Il faut dire qu'en Italie, elles sont nombreuses. À Florence, par exemple, le travail du cuir est une spécialité. Ce berceau de la Renaissance abrite même une école du cuir. Les élèves du monde entier viennent ici apprendre des gestes ancestraux. Les maroquiniers de Florence, c'est un reportage de François Baudonnet. Florence, le berceau de la Renaissance italienne, est la ville des arts par excellence.
Mais autour du Ponte Vecchio et de ses joailliers, Florence est d'abord une cité d'artisans. Ici, depuis des siècles, on travaille le cuir. Waouh, regarde ces statues. C'est fou comme c'est beau. Rita et Valerio sont venus de Sicile pour rejoindre la capitale de la Toscane. Ils vont y passer 6 mois pour apprendre leur futur métier. Nous sommes très impatients de savoir comment se fabriquent les sacs, les portefeuilles, tous les objets en cuir. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à l'école du cuir de Florence. Mais avant d'entamer leur nouvelle vie, Rita et Valerio vont faire un tour dans le quartier de San Lorenzo, au marché du cuir de la cité toscane. Bonjour, ils sont beaux ces sacs, tous fabriqués en Italie? Oui, tout est artisanal. Quand je vois ce sac magnifique, je me dis que nous sommes déjà en train d'apprendre le travail du cuir. Et qu'à partir de maintenant, nous allons mieux comprendre la magie de ce matériau. L'école du cuir, la voici, au cœur de Florence, dans un ancien monastère de franciscains. Ici, l'artisanat est une religion. Sous les voûtes anciennes, la plupart des élèves, comme ceux qui les encadrent, viennent de Corée, du Japon ou de Singapour. Pour sa première journée, Rita ne va pas encore toucher au cuir. On va commencer par apprendre à faire un porte-carte. Et pour cela, on va d'abord faire un patron. C'est comme ça? Ça doit se toucher? C'est important pour moi de recevoir une formation de haut niveau. Et Ted, il est excellent. Alors je l'appelle tout le temps au secours. Et pendant tout son apprentissage, le jeune couple va progresser ensemble dans la découverte de ses savoir-faire d'antan. Une semaine a passé. Les brumes de Toscane n'étonnent plus les deux jeunes habitués au soleil de Sicile. Valerio et Rita ont maintenant le droit de travailler le cuir sous les conseils de Carlo Sieni, artisan depuis 65 ans et doyen des professeurs. Dans ce métier, on n'arrête jamais d'apprendre. Un jour, on apprend à couper, un autre, on apprend à coller. Et puis la colle change et on doit tout recommencer. Cette école, c'est super. Mais pour s'améliorer, Ça dépend de nous. ça dépend de nous. Moi, je peux vous apprendre plein de choses, mais l'expérience, c'est vous, compris? C'est la pratique. Et Rita, qui avait encore quelques doutes en arrivant à Florence, en est maintenant persuadée. Elle a trouvé sa voie. Voyez ces outils tout simples. On s'en sert tout le temps. Par exemple, ce poinçon, cette baguette en os, ou encore ce marteau. Eh bien, je sens qu'ils vont m'accompagner toute ma carrière. Plus je confectionne d'objets en cuir, plus je me rends compte que c'est ma passion. Le cuir, c'est le travail de ma vie. Vient alors l'ultime consécration pour ce travail d'excellence, aller faire poser sur le cuir ses initiales en lettres d'or. L'Italie qui regorge décidément de richesses. Suivez-moi à Vietri sul Mare, c'est au sud de Naples. Une commune réputée pour sa céramique. Je vous emmène suivre une famille, ou plutôt une tribu, devenue une référence en la matière. Quand la céramique devient une histoire de famille, c'est un reportage de nos confrères de France 2. Comme un bijou dans son écrin, Vietri sul Mare est lové au fond d'un golfe de la côte amalfitaine. La ville est connue pour ses citronniers. Mais la pierre précieuse de Vietri, c'est sa céramique. Le dôme de l'église Saint-Jean-Baptiste en est entièrement recouvert. Les façades des rues de la vieille ville également. Giovanna Solimene est à la tête de la plus grande fabrique de Vietri. L'atelier familial ressemble à une place forte moderne dédiée à la céramique. Ici, vous avez 20 000 pots de 20 cm de diamètre, fixés un par un à la main sur le mur. Et qui a fait ça? C'est mon père qui l'a fait. Son père et sa mère ont également créé une véritable tribu. Giovanna a en effet
10 frères et sœurs, 2 enfants et 27 neveux et nièces. Ma mère n'a pas fait une famille, non, elle a fait un peuple. Un peuple qui travaille et vit de la céramique. Des couleurs vives, des formes simples, des dessins presque enfantins, tout un art peint à la main qui, depuis cette petite ville d'Italie, a conquis le monde entier. L'âme de l'atelier, c'est Lucio De Simone. Il est le maître d'art, l'artisan le plus expérimenté. Lucio entretient, avec l'argile, une relation sensuelle. C'est relaxant. L'argile est une matière douce. Et puis c'est formidable parce qu'on crée des formes. On modèle la nature. C'est un acte de création. Je l'enlève. Attention, c'est fragile. Voilà, c'est fait. Un acte de création, donc, qui commence toujours dans les rues de Vietri, ou plutôt sur les hauteurs de la ville. Pour ces céramiques, Giancarlo, l'artiste de la famille, va chercher l'inspiration face à la mer. Ici, je trouve surtout des lumières, des couleurs de la nature. Et je représente les animaux marins, des pieuvres, des calamars. Des motifs immortalisés ensuite par des mains expertes. Ce poisson est typique des céramiques de Vietri. Nous faisons souvent des figures stylisées d'animaux. On peint toujours à main levée, et ça, c'est grâce à nos années d'expérience et à l'habileté qu'on finit par acquérir. Magie des couleurs, charme de la brillance, ces objets nés de la terre et du feu ont pour la plupart des Italiens le goût d'une Madeleine de Proust. Chez ma grand-mère, par exemple, il y a toujours eu des céramiques comme ça. Elles font partie de notre patrimoine familial et de notre terroir. La famille Solimène a définitivement uni son destin à celui des céramiques. Comme ce petit coin de paradis qu'est la côte amalfitaine, dont on raconte aujourd'hui encore que les dieux de l'Olympe venaient s'allonger sous ces citronniers lorsqu'ils voulaient entendre chanter les sirènes. Oui, des dieux de l'Olympe qui ont inspiré les plus grands sculpteurs. Pour les faire naître, ils ont utilisé du marbre, une roche issue le plus souvent de Carrare, une petite ville située entre le nord et le centre de l'Italie. Cette commune est en effet mondialement connue pour ses carrières de marbre exploitées depuis l'époque romaine. Le marbre de Carrare, c'est le 5e reportage de ce journal de la Méditerranée spécial Italie. D'une blancheur immaculée, sur les flancs éventrés de la montagne, de lourds convois forment un balai vers le sommet. C'est cette clarté pure qui, depuis des siècles, fait la réputation du marbre de Carrare. La famille Barnaca, père et fils, est propriétaire de l'une des carrières. Voici mon père. Papa, depuis combien de temps tu travailles ici? Eh ben, ça fait 48 ans. J'ai commencé en 68. Mon père s'était lancé dans l'excavation du marbre juste après la guerre. Alors moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à travailler avec lui et je suis toujours content. J'adore ce métier. Un métier particulièrement rude pour les hommes, comme pour les machines. Car pour tailler des blocs de marbre, il faut utiliser un matériau encore plus dur que lui. Ça, c'est le fil qu'on utilise pour couper le marbre. Au milieu, il y a des cristaux de diamants. Cette machine fonctionne un peu comme un fil à couper le beurre. Vai, vai, vai! Vai che ci va! Ok!
Maintenant, il faut que je jette un œil pour voir la qualité. Bon, là, vous voyez, il a un défaut qui court tout le long. On va devoir le couper pour en sortir un bloc plus petit, mais parfait. Plus bas, dans la ville de Carrare, le marbre est partout. Dans les rues, sur les fontaines, les monuments publics. Cette jolie bourgade de Toscane vit de l'or blanc depuis l'époque romaine. Dans l'atelier de Luciano Massari, les statues en marbre forment une armée immobile. Personnages antiques ou modernes, elles partiront bientôt pour les 4 coins du globe. Nous sommes les mains des artistes du monde entier. Ils nous disent ce qu'ils veulent et nous réalisons leurs œuvres selon leurs recommandations. On commence par donner la forme générale de façon régulière et harmonieuse. Et puis ensuite, tout en finesse, on va longuement polir le marbre de façon à en rendre lisse, doux, presque transparent. Avec son grain si fin, le marbre de Carrare est le meilleur matériau pour les sculptures. Un savoir-faire unique que Luciano partage avec des étudiants venus des 5 continents. À l'école du marbre, les jeunes viennent de partout. Cet étudiant est chinois. Nous avons 2 Espagnols, une Grecque et un étudiant coréen. Sean vient de Séoul. Il travaille sur une esquisse en terre glaise avant de la réaliser en marbre de Carrare, ce matériau dont il a toujours été amoureux. Cette école est vraiment très réputée en Corée. Ici, à Carrare, comme dans toute l'Italie, je ressens une atmosphère très spéciale, comme si on vivait encore à l'époque de la Renaissance. À partir d'une simple pierre, aussi belle soit-elle, ces artistes ont le sentiment de donner vie à de véritables personnages. C'est une sensation incroyable. Au départ, c'est seulement un bloc de pierre, et puis devant tes yeux, il devient vivant. Et c'est dans des blocs du plus beau marbre du monde qu'ont été taillées les colonnes de la tour de Pise. À Rome, Michel-Ange en a fait sa Pietà. Et à Florence, son impressionnante statue de David. Carrare, une renommée planétaire donc, mais qui ne trouble en rien la quiétude de la petite ville de Toscane. Autre ville beaucoup plus grande cette fois-ci, Rome. Difficile en effet de voyager à travers l'Italie sans s'arrêter dans la capitale. La ville éternelle abrite des monuments chargés d'histoire, à l'image du Colisée. Cet édifice vieux de 2000 ans et malmené par le temps et la pollution bénéficie depuis 2014 d'un grand chantier de rénovation. Des travaux d'envergure qui touchent à leur fin. La cure de jouvence du Colisée, c'est un reportage de Claude Sampère. C'est le monument le plus visité en Europe, le Colisée à Rome, construit au 1er siècle de notre ère. Après 3 ans de travaux, il a retrouvé sa splendeur originale et présente son nouveau visage aux 6,5 millions de visiteurs. Aujourd'hui, les travaux de restauration sont quasiment achevés. La conservatrice des lieux est très fière du résultat. C'est un travail remarquable, magnifique sur toutes les façades et dans les galeries à l'intérieur. Un travail titanesque au résultat vraiment spectaculaire. Ici ou là, on croise encore quelques ouvriers qui font des petits travaux de finition. Ils rebouchent les micro-fissures. C'est un privilège. Nous travaillons sur le plus beau monument du monde. C'est un travail quotidien merveilleux, unique. Pendant 3 ans, le Colisée était couvert d'échafaudages. 23 étages, des dizaines d'ouvriers munis de brosses pour enlever les traces de la pollution. Pour les grandes arches, un pulvérisateur géant. Des mois de travail pour nettoyer les 22 000 m² du bâtiment. Pendant des années, le monument a souffert de la pollution, surtout celle des voitures. Après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait même se garer devant l'amphithéâtre.
Au total, les travaux de restauration ont coûté près de 25 millions d'euros, financés par l'État, la ville et quelques sponsors privés. Dans les arènes où se battaient les gladiateurs il y a 2000 ans, les touristes aujourd'hui apprécient ce nouveau visage du monument. Et si vous souhaitez revoir ce magazine entièrement consacré à l'Italie, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Notre voyage s'achève, on le termine là, on l'a commencé. Avant de se quitter, je vous propose en effet un dernier détour à la Fenice de Venise. Plusieurs fois détruit, cet opéra demeure un haut lieu de la culture italienne. Jusqu'en octobre 2016, la Traviata de Verdi est programmée dans le Grand Théâtre, un opéra que le compositeur a créé en ce lieu en 1853. À la semaine prochaine.